9h38 sur France Info. Notre invité Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du Cercle des économistes et auteur avec Alain Villemeur de ce livre « Guerre et paix entre profit et salaire pour une révolution fiscale ». C'est aux éditions Odile Jacob. Une réaction au sujet que vous venez de voir d'abord, c'est cette transparence salariale que la France met un petit peu de temps à appliquer. C'est une directive européenne. C'est une bonne chose, selon vous, de savoir combien gagne votre voisin de bureau si vous avez le même poste ? Moi, je pense que la transparence est toujours une bonne solution, que notre pays est plutôt en retard sur tous ces aspects-là. Ça va pas changer la face du monde. C'est je trouve un peu du window dressing, comme on dit. Mais sur le fond, ça me paraît plutôt une assez bonne idée. Mais ça va peut-être augmenter les salaires, non ? Parce qu'on va dire, lui, il gagne plus, il n'y a pas de raison. Ça ne va pas forcer les entreprises à revoir leur grille. Là, vous voyez la version négative. Il y a la version positive. C'est peut-être que si je m'inscris un peu plus dans mon travail, peut-être que je vais rattraper le salaire de mon voisin. Donc, au fond, les salaires ne sont pas forcément, un objet de stupidité de la part de leur patron. Donc, non, je trouve que c'est plutôt bien la transparence. Alors, ça rejoint évidemment votre livre, Guerre et paix entre profit et salaire, votre théorie pour une répartition optimale des revenus issus du travail et ceux issus du capital. La règle des 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers pour les salaires, 1 tiers pour les profits. Ça, c'est pour l'entreprise. Pourquoi c'est la bonne répartition ? Parce que c'est ce que montrent les calculs. En fait, ce livre est très ambitieux. Il revient à essayer d'introduire au moment du débat présidentiel qui va démarrer cette idée que on peut traiter les problèmes de fiscalité. Évidemment, il y a des approches qui ne sont pas les mêmes pour les différents courants de pensée, mais qui peuvent vraiment être traitées de manière ou évoquées de manière très rationnelle. Alors, la première des choses, c'est que on a, avec Alain, on a fait un modèle, je crois qu'il est pas mauvais, et ce modèle montre que la bonne répartition qui permet l'objectif numéro 1, c'est-à-dire une croissance forte qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui se fait de manière stable, c'est 2 tiers, 1 tiers. Il se trouve que ceci non seulement se montre en matière théorique, mais quand on prend le pays qui a eu la croissance sur près d'un siècle et demi, le plus fort, c'est-à-dire les États-Unis, on s'aperçoit que jusqu'en 2000, c'est ces 2 tiers, 1 tiers qui sont respectés. Donc, pourquoi ? Parce que il faut à la fois investir, il faut produire. Donc là, il faut de l'investissement, il faut de l'épargne, il faut donc des profits. Et il faut, mais en parallèle, il faut une demande qui est suffisante. C'est ce qu'avait expliqué Ford, vous vous souvenez, le patron emblématique des véhicules, qui avait dit « Mes ouvriers, ce sont mes consommateurs ». Ce sont eux qui consomment, donc, effectivement. L'équilibre est subtil, et ce 2 tiers, 1 tiers est pas trop discutable. Alors après, ce qui est plus compliqué, c'est de faire que la fiscalité pousse vers ce 2 tiers, 1 tiers. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 8 principes qui sont par nature discutables. Aujourd'hui, si on devait comparer, c'est quoi la répartition entre les salaires et les profits ? Ce qui est plus intéressant, c'est de voir, par exemple, les États-Unis ont vu leur croissance ralentir de manière très significative à partir de 2000. Ils étaient à 3% et ils sont passés à 2%. Disons qu'ils ont perdu 1 point de croissance parce que, au lieu des 33% et 66%, ils sont passés à une augmentation très significative des profits. Et ces profits, ça donne pas exactement tout ce qu'on peut souhaiter en matière de croissance. On vous parle beaucoup de technologie, de boîtes formidables, c'est vrai, mais c'est un petit bout de l'économie américaine. Ça veut dire que vous croyez quand même à la croissance par la consommation. On peut réconcilier comme ça Keynes et Schumpeter et faire un peu du et en même temps, finalement. Il faut faire exactement le même temps. Schumpeter disait il faut investir. Alors, vous savez que tout homme politique ou femme politique digne de ce nom utilise la destruction créatrice. Ce sont des mots qui font plaisir à tout le monde, sans avoir évidemment lu Schumpeter. Ouais. Et lui,
il est évidemment, comme Mario Draghi, il faut arriver à investir de manière massive. Par exemple, la France n'investit pas assez dans la R&D, dans la recherche. On investit un peu plus dans de 2%. Les hôpitaux, dans tous les services publics même d'ailleurs. Donc on n'investit pas assez. Et puis on n'investit pas assez dans les créations d'usines. On n'investit pas dans le risque. Donc on a un problème. Mais il faut, alors sur ce point-là, la politique de l'offre qui a été lancée en fin de parcours par Hollande et surtout par Macron, elle a eu un aspect positif. Quand on dit que la France a été plus, j'allais dire, attirante pour les capitaux étrangers, c'est vrai. C'est vrai, mais la demande est insuffisante parce qu'il faut bien équilibrer de manière stable à la fois ces deux aspects. C'est comme les deux mains. C'est Keynes d'un côté, c'est la demande, et Schumpeter de l'autre, c'est l'offre. Et donc, une politique de l'offre seule, ça marche pas top. On a une croissance en France qui est insuffisante et donc et qui du coup a un impact sur une demande qui elle-même est insuffisante dès le départ parce qu'il n'y a pas assez suffisamment de salaire pour pouvoir la soutenir. Le pouvoir d'achat quand même pas beaucoup augmenté en réalité dans les 20 dernières années. Donc c'est cet équilibre-là subtil qu'il faut trouver et le faire de manière rigoureuse. Comment on fait pour investir? Parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui dans tous les services publics que l'on connaît, alors qu'on a des finances qui sont complètement à sec, une dette qui s'aggrave, un déficit qui n'est pas mieux. Oui, mais vous parlez de ce qui est notre sujet favori en France, c'est la dette publique, qu'il faut évidemment essayer de repenser de manière très solide, mais il y a d'abord et avant tout le financement privé. Moi, je rappelle toujours que le plus grand programme industriel français qui n'ait jamais eu lieu, les 59 tranches nucléaires, ça a été financé par de l'argent public. Et donc, pas privé, pardon. Et c'est les Français qui ont payé, mais ils avaient une garantie, il y a eu des rendements, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à faire que cette masse absolument géante d'épargne dont on dispose dans notre pays, d'abord, elle soit un peu calmée sur un certain nombre de sujets. Vous savez, il y a des tas d'exemples, mais on vous dit, par exemple, l'ancien patron de Stellantis, il doit avoir des centaines de milliards, centaines de millions, pardon, de revenus, c'est peut-être un peu trop. Donc on peut un peu calmer sur un certain nombre de sujets. Il faut absolument que cette épargne s'investisse dans le risque, s'investisse dans l'investissement, parce que c'est notre avenir. Et en même temps, vous avez un énorme problème, c'est quand vous avez énormément de gens peu qualifiés dans notre pays. Vous avez, ces gens ont des salaires qui sont faibles, vous savez que 17% sont au SMIC, et en plus, par exemple, une réforme qui n'est pas très compliquée à faire, dans la CSG, qui est un impôt comme les autres, quand on dit 45% des Français seulement payent l'impôt, c'est une plaisanterie. Il y a la TVA et la CSG, qui sont beaucoup plus importantes. Il faut la rendre progressive, c'est-à-dire que la personne qui est au SMIC, il faut quasiment qu'on lui fasse une CSG très faible, et la personne qui est à 10 fois le SMIC, elle paye un peu plus de CSG, c'est tout ça. Donc partout, on peut trouver des équilibres qui permettent de canaliser l'épargne disponible dans notre pays, qui est une épargne, j'allais dire, qui aujourd'hui n'investit pas assez, et d'avoir le sentiment dans notre pays que il y a beaucoup de gens au SMIC, que les revenus, le pouvoir d'achat continue à augmenter. C'est pas pour rien qu'il y a une très petite majorité de Français qui sont dans les intentions de vote prêts à voter pour des extrêmes, ce qui n'est pas mon truc. Tout ça parce que, au fond, beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils sont peu rémunérés par rapport au travail qu'ils fournissent. Donc, voilà. Donc c'est vraiment un équilibre et un problème qui peut être traité rationnellement. Les 2 tiers, 1 tiers, bien le retenir, ça c'est indiscutable, et à la fois dans les chiffres et dans la théorie, et après, se rapprocher par une fiscalité. On a mis 8 principes qui touchent à la fois les revenus du capital, du travail, je crois de manière très équilibrée et très efficace par rapport à ce souhait de rapprocher Keynes et Schumpeter. Ouais. Alors, il y a aussi ce financement de la protection sociale. Est-ce que vous évoquez la TVA? Est-ce que vous êtes favorable à une TVA sociale, par exemple? Non, je pense que c'est pas la bonne solution. D'abord, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Vous faisiez la TVA sociale, c'est j'augmente la TVA et je diminue les cotisations sociales. Moi, je suis pour qu'on diminue. Nous sommes, avec Alain, pour qu'on diminue, qu'on rende progressive une partie des cotisations sociales des
du personnel, et notamment la CSG, qu'elle soit progressive, et nous sommes pour baisser je crois, de 30 milliards d'euros, donc 20% les cotisations sociales des entreprises, pour les rendre plus productives et donc plus soucieuses d'embaucher et d'investir. Est-ce qu'il faut aussi taxer l'héritage? Ce sera peut-être dans la campagne présidentielle un des débats. Mais c'est évident. Mais c'est d'abord plus taxer l'héritage qu'il ne l'est déjà. Qui me touche tout particulièrement, mais le vieillissement. Le vieillissement, c'est horrible, puisque ça coûte très cher. C'est pas sympa, en fait. Mais le financement de la dépendance n'est pas encore assuré. C'est énorme, c'est l'énorme sujet auquel on va être confronté dans le dispositif. Mais ça a un impact aussi, c'est que le nombre de décès augmente de manière très significative. Donc les héritages et les donations vont augmenter de manière très 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 significative. Il y a un effet mécanique qui fait que une partie des baisses d'impôts qu'on propose va être en fait financée par l'augmentation de l'héritage. Et quand je vois que on dit les Français veulent pas qu'on les touche, mais 80-90% des Français ne sont pas touchés par la fiscalité de l'héritage. Oui, parce que et il y a des gros héritages un peu partout dans le monde. C'est normal qu'il y ait en fait des flux plus importants entre les générations. Il y a les 26e rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui auront lieu du 2 au 4 juillet. Le thème cette année, naviguer dans un monde sans repères. C'est la fin des certitudes. Il faut en avoir peur. Il n'y a plus aucune certitude, sauf peut-être dans ce livre. Pas de certitude d'ailleurs, parce que c'est trop prétentieux, mais il y a aucune certitude. On rentre. Ce dont il faut être conscient, c'est qu'on rentre dans un univers qui n'a aucun rapport avec celui qu'on a connu, ni sur le plan géostratégique, ni sur le plan social, ni sur le plan politique, ni sur aucun domaine. Et donc, ce qu'on va pousser, c'est 3 sujets. 1, notre pays ne s'en sortira qu'en mettant en avant sa jeunesse. On a une chance d'avoir une jeunesse. 2, tout le multilatéralisme qui a existé n'existera plus, c'est des coopérations, il y aura beaucoup de bilatérales, etc. Et 3, on voit aujourd'hui avec les rencontres des 3 grands chefs d'État. Et 3e aspect, il faut par tous les moyens arriver à faire finalement que la croissance reprenne, c'est l'innovation, et c'est un peu la prise de risque, et c'est au fond l'idée que on peut avoir du progrès, bien que tout le monde voit ça avec un peu de terreur, l'avenir. Ben non, l'avenir peut très bien se dérouler. Merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été notre invité ce matin. Président du Cercle des économistes, co-auteur de ce livre « Guerre et paix entre profit et salaire pour une révolution fiscale », c'est aux éditions Odile Jacob. Et les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est évidemment du 2 au 4 juillet. Merci à vous. L'info continue sur France Info.